L'année 2023 marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Nous, en tout cas, de notre côté, côté Côte d'Ivoire, nous estimons que ces 40 années déjà de vie commune, de partenariat, de relations stratégiques avec la Chine a impacté de façon positive et de façon tangible et visible la vie de 28 millions d'Ivoiriens. Quelle est la situation actuelle en termes d'investissement des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire? Nous avons une centrale constituée de biomasse qui est de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable également, qui est en construction avec China Energy. Et nous avons également d'autres projets avec cette compagnie, tout comme Power China également, dans le cadre de l'énergie renouvelable, qui sont en cours de construction ou en cours d'étude. Comment doivent collaborer la Chine et la Côte d'Ivoire pour faire face à la situation internationale actuelle? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir et avoir donc une vision de gestion collégiale et non l'unilatéralisme. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La Chine et la Côte d'Ivoire ont établi des relations diplomatiques en 1983 et n'ont cessé de développer leurs relations depuis 40 ans. Les deux parties ont mis en place des coopérations et des échanges dans les domaines économiques, commerciaux, culturels et éducatifs. Quel est l'état actuel des relations entre les deux pays? Quelles sont les perspectives de coopération? Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'interviewer M. Adama Dosso, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Merci Madame, c'est moi qui vous remercie, vous et votre chaîne de télévision, pour avoir accepté de venir à la rencontre de l'ambassade de Côte d'Ivoire à l'occasion d'un événement très important que nos deux pays s'apprêtent à célébrer. Merci d'être venu. L'année 2023 marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Comment évaluez-vous le développement des relations entre les deux pays et les résultats obtenus au cours de ces 40 dernières années? Merci beaucoup, Madame, pour cette question. Je pense que la célébration du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire ne peut pas faillir à cette règle ou à cette tradition. C'est le lieu d'indiquer que cette célébration a été voulue par les deux chefs d'État qui, à l'occasion de leur entretien téléphonique du 20 décembre dernier, ont demandé que le 40e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques soit célébré avec beaucoup de solennité. Donc je considère donc ce moment-là comme étant un moment très important dans nos relations. 40 ans de partenariat, 40 ans de relations d'amitié fondées sur des valeurs communes et des valeurs que chaque pays également porte, sera donc un moment pour essayer de faire le bilan de ces 40 années de vie que nous avons eues ensemble, multisectorielle. Maintenant, je peux vous assurer et me réjouir en vous le disant que nous, en tout cas de notre côté Côte d'Ivoire, nous estimons que ces 40 années déjà de vie commune, de partenariat, de relations stratégiques avec la Chine a impacté de façon positive et de façon tangible et visible la vie de 28 millions d'Ivoiriens. Tant au plan politique et économique, au plan bilatéral, nous pensons même au plan multilatéral dans les instances internationales. Nous avons une collaboration assez parfaite avec la République populaire de Chine. Et nous avons pu assister à des échanges de visites officielles de haut niveau. Tant au point de vue économique, aujourd'hui, la Chine apparaît comme étant le premier investisseur direct en Côte d'Ivoire. Et les infrastructures ivoiriennes aujourd'hui portent la marque chinoise dans la quasi-totalité de tous nos projets. Et ça, je crois que ce sont des fruits de cette coopération que nous ne pouvons que saluer. Et lors de cette conversation téléphonique entre les deux présidents en décembre de l'année dernière, le président chinois Xi Jinping a souligné que la coopération Chine-Côte d'Ivoire jouissait de larges perspectives et que la Chine est disposée à continuer d'encourager les entreprises chinoises à investir et à faire des affaires en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à élargir la coopération dans des domaines tels que l'énergie numérique et les nouvelles énergies. Alors, Monsieur l'ambassadeur, quelle est la situation actuelle en termes d'investissement des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques au niveau du Centre de promotion des investissements de la Côte d'Ivoire, que vous faites le point, sur les 10 dernières années, en termes d'investissement direct, les entreprises chinoises arrivent en tête. Suivi d'autres pays que je ne vais pas citer, mais il faut noter que la Chine aujourd'hui est le premier investisseur direct en Côte d'Ivoire, tant au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé. Et vous évoquiez la question de l'énergie renouvelable et du secteur et de l'économie numérique. Alors, au niveau de l'économie numérique, nous avons la chance et l'opportunité d'avoir un des gros du secteur en Chine dont la renommée mondiale est connue de tous. Je vais parler du groupe Huawei, qui, aussi bien en termes de fourniture de matériel, d'équipement, qu'en termes également de technologie, apporte son savoir-faire aujourd'hui à l'économie numérique en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le plus grand centre de data numérique que nous allons construire aujourd'hui sera le fait également de Huawei. Nous notons également que Huawei est en train de travailler sur un projet très important avec le ministère du Budget de la République de Côte d'Ivoire qui va impacter de façon très positive, j'allais dire, les recettes douanières de l'État de Côte d'Ivoire en mettant en place un système qu'on appelle la douane intelligente qui relève en tout cas de tout ce qui est du numérique et des dernières générations. Quant à l'énergie renouvelable, effectivement, nous y travaillons. C'est vrai que c'est une énergie qui n'est qu'à ses débuts, ses balbutiements en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'entreprises chinoises sont en train de travailler avec la structure ivoirienne qu'on appelle Côte d'Ivoire Énergie pour faire en sorte qu'effectivement nous puissions avoir donc des stations photovoltaïques pour essayer donc de renforcer notre capacité en énergie renouvelable. Aujourd'hui, avec China Energy également, nous avons une centrale constituée de biomasse qui est de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable également, qui est en construction avec China Energy. Et nous avons également d'autres projets avec cette compagnie, tout comme Power China également, dans le cadre de l'énergie renouvelable, qui sont en cours de construction ou en cours d'étude. Quels changements ces coopérations ont-elles apporté dans la vie des populations locales? L'impact est positif. Vous prenez par exemple aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de développement sans parler d'énergie. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une capacité de production en énergie qui lui permet même aujourd'hui de vendre de l'énergie à ses pays voisins. Et tout cela a été dû au fait ou la création ou la construction des barrages hydrauliques ou des centrales à gaz avec la coopération chinoise dans plusieurs de ces centrales. Et également, le secteur industriel aujourd'hui en Côte d'Ivoire est porté dans ce qui concerne par exemple la construction des parcs industriels est porté par la coopération chinoise. Nous avons également des provinces aujourd'hui avec lesquelles la Côte d'Ivoire a tissé des partenariats. Je vais citer par exemple la province de Yunnan qui est en train de construire plusieurs parcs industriels aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans la région de l'Ouest, dans la région du Nord, les pôles agro-industriels aujourd'hui que nous sommes en train de construire sont également du fait avec la coopération chinoise. Donc, nous pensons que la coopération dans le secteur économique avec la Chine est des plus reluisantes. Et la coopération dans le domaine agricole est l'un des points forts de la coopération entre les deux pays. Depuis 1997, la Chine a envoyé près d'une centaine d'experts en Côte d'Ivoire afin de mettre en œuvre des projets d'assistance technique agricole et de former les agriculteurs locaux à la riziculture. D'après vous, comment ces coopérations ont-elles apporté dans la vie des populations locales? Au-delà de la vie de la population locale, il faut noter que cette coopération agricole, je veux parler du périmètre rizicole de Guigidou, qui est un projet très important aujourd'hui dans la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Selon les conventions qui ont été signées, nous en sommes, je crois, à la 11e convention qui a été renouvelée donc, dans le cadre de la gestion de ce périmètre rizicole avec la Chine. Non seulement cette coopération elle a permis de former les agriculteurs ivoiriens dans le cadre de la production de la riziculture, mais cette coopération a permis aussi d'améliorer la qualité, la quantité également de la production à l'hectare.
Donc, ça nous permet de dire que même si pour le moment, nous ne sommes pas encore autosuffisants en production rizicole ou en production de riz, mais cette coopération avec la Chine a permis de façon, j'allais dire, de façon substantielle à la Côte d'Ivoire de réduire sa dépendance en production ou en commande de riz avec l'extérieur. C'est un facteur très important que nous saluons et ce n'est pas en vain que la convention est régulièrement renouvelée pour permettre donc aux producteurs, pour permettre aux agriculteurs d'acquérir de nouvelles techniques de production et d'améliorer leur capacité de production dans cette zone. En plus de la riziculture, y a-t-il d'autres exemples de coopération agricole? En plus de la riziculture, nous avons également avec le Fonds sino-africain, le CADFOND, qui est un élément très important de la coopération de la Chine et l'Afrique, pu intervenir dans la production, dans la transformation également du caoutchouc. Nous avons une société très importante en Côte d'Ivoire qu'on appelle Tropical Rubbers, qui s'occupe de la transformation du caoutchouc. Grâce à la coopération chinoise, cette entreprise-là aujourd'hui a pris de l'envergure et arrive déjà à faire de la transformation primaire sur place de cette production de VA, ce qui est un élément très important pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous travaillons également aujourd'hui avec la Chine dans la transformation, surtout lorsque vous évoquiez tout à l'heure la question des investissements. Vous savez que la Côte d'Ivoire est premier producteur, première productrice mondiale de cacao. Nous avons aujourd'hui des centres de stockage et de transformation du cacao qui sont en construction, aussi bien à Abidjan comme dans des zones de production au niveau de San Pedro, par une entreprise chinoise de la province de Guangxi. Et ces travaux-là évoluent également très très bien. Nous avons également dans le domaine agricole la transformation du noix de cajou, dont la Côte d'Ivoire est également première productrice mondiale. Cette transformation-là aujourd'hui, qui était de l'ordre de 5%, est en train de connaître dans des proportions assez importantes, mais tout cela grâce à la coopération avec la Chine. Donc nous pensons que la coopération dans le domaine agricole, pas forcément l'aspect riziculture, mais également dans d'autres aspects de l'agriculture. Nous avons de bonnes perspectives également dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la production du maïs et du soja, pour essayer donc de renforcer notre capacité aussi en production animale. Parce que vous savez que le maïs ou certains éléments du maïs et du soja interviennent dans l'alimentation de la bétail. Et donc nous sommes également en partenariat avec la Chine pour travailler sur cet aspect-là également. Et au mois d'octobre de l'année dernière, le Parti communiste chinois a tenu avec succès son 20e congrès national. Le congrès a notamment appelé à promouvoir intégralement le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation chinoise. Comment comprenez-vous ce concept de modernisation chinoise? Vous savez, pour nous, la Chine, le développement de la Chine est un cas d'école. Un cas d'école dont il faut pouvoir s'inspirer, qui doit pouvoir, j'allais dire, influencer d'une façon positive, je vais dire, le développement de certains pays en Afrique, et nous particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous considérons que l'ouverture de la Chine en 1979, 40 ans après, la Chine est aujourd'hui deuxième puissance mondiale. Pour en arriver là, pour en arriver à cette situation, je pense que la Chine a essayé de compter sur ses valeurs propres, de regarder ce qu'il y avait de mieux qui était fait à l'extérieur ou dans d'autres pays pour essayer de les importer chez eux. Et c'est en cela d'ailleurs que je salue ce concept du président Xi Jinping lorsqu'il parle du socialisme à la chinoise, pour indiquer que la Chine a gardé donc ses propres valeurs, mais elle a également essayé de s'inspirer de ce qui était fait de mieux ailleurs pour essayer donc de faire aujourd'hui de ce pays ce qu'il est devenu. Et je pense qu'une telle politique, une telle pratique doit pouvoir inspirer les autres pays, les dirigeants des pays africains de façon générale. Et je pense également que c'est un concept dont le président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui s'inspire. Nous nous fondons sur nos valeurs propres et nous essayons de voir ce qui est fait de mieux à l'extérieur. Et ce n'est pas en vain que la coopération donc avec la Chine pour nous revêt un aspect très important. L'année 2023 marque le 10e anniversaire de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre compréhension sur cette notion? Ma compréhension de la communauté de destin pour l'humanité, elle est très simple. C'est la notion selon laquelle on ne peut jamais vivre en autarcie. On ne peut pas vivre replié sur soi.
Et je pense que la pandémie de Covid, qui a secoué le monde entier depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, a prouvé qu'aucun État ne peut vivre replié sur lui-même, aucun État ne peut vivre de façon autonome. On a tous besoin l'un de l'autre. Et la Chine l'a parfaitement très bien montré en indiquant qu'il était important que c'est main dans la main que nous pouvions combattre donc cette épidémie. C'est main dans la main, effectivement, que nous pouvons aller de l'avant. C'est main dans la main, effectivement, que nous pouvons faire des progrès. Ce n'est pas en s'isolant, ce n'est pas en se barricadant que nous pouvons réaliser des grandes choses pour l'humanité. Il faut s'ouvrir, il faut partager ce que nous avons de plus fort, de plus important. Et ça permet également de recevoir également des autres. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et je pense que c'est une notion assez importante que le président chinois a mise en avant et à laquelle d'ailleurs la Côte d'Ivoire adhère entièrement. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que au nom donc de cette communauté de destin partagé pour l'humanité, que la Chine n'a pas fait, par exemple, du vaccin un outil politique, diplomatique ou stratégique. Elle a partagé son savoir-faire également à l'humanité. Et d'après vous, de quelle manière la promotion pour la construction d'une communauté de destin va-t-elle contribuer au développement de l'Afrique et de la gouvernance mondiale ? Au niveau de la gouvernance mondiale, je peux vous dire que quand on parle de communauté de destin pour l'humanité, ça renvoie à la notion du multilatéralisme et non de l'unilatéralisme. Au niveau des Nations Unies aujourd'hui, au niveau des instances internationales, il est important que les décisions se prennent de façon collégiale, que ce ne soit pas forcément le plus fort qui impose sa vue, qui impose son idéologie. Je ne vais pas citer des pays parce que ce n'est pas le lieu, mais il est important qu'il y ait une convergence de vues, qu'il y ait des échanges au plus haut niveau. Même les États les moins nantis sont également des États qui doivent compter. Il faut donc pouvoir compter sur tout le monde, il faut compter sur tous les États et avoir donc une vision de gestion collégiale et non l'unilatéralisme. Il faut donc prôner le multilatéralisme et je pense que ça, au niveau international, au niveau de la gouvernance mondiale, c'est ce qui est important. Et la Chine d'ailleurs travaille dans ce sens en évoquant la question par exemple de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait, parce qu'aujourd'hui ce Conseil ne reflète pas forcément la gouvernance mondiale à l'état actuel des choses. Elle a été conçue à un moment donné, à une époque donnée. Ben aujourd'hui, au moment où elle était conçue, les États, par exemple, africains, n'étaient pas des pays indépendants. Maintenant, depuis plus de 60 ans, ces pays-là également sont indépendants. Ils ont donc le droit d'avoir peut-être une place ou deux places au Conseil de sécurité. Donc tout ça, ce sont des notions qui sont portées par la Chine, que la Côte d'Ivoire soutient, que la Côte d'Ivoire porte. Nous pensons également que c'est de bonnes guerres. Il faut donc soutenir donc, ce type de politique. Et en 2023, nous allons également célébrer le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Lors de sa conversation avec le président chinois Xi Jinping en décembre de l'année dernière, le président ivoirien Alassane Ouattara a rappelé le soutien de la Côte d'Ivoire à l'initiative La ceinture et la route. Selon vous, quelles sont les perspectives de coopération entre les deux pays dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route ? Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, nous avons déjà signé avec la Chine le document d'ordre stratégique qui a essayé d'élever donc le niveau de notre coopération en une coopération de type stratégique global. C'est au nom donc de cette coopération, au nom donc de cette initiative, que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui membre de la Banque asiatique pour l'investissement et l'investissement et les infrastructures. Nous pensons que, comme le disait le premier président de la République de Côte d'Ivoire, la route précède le développement. Nous pensons donc que l'initiative de la ceinture et la route, qui à l'origine était donc une route commerciale depuis des années, depuis plusieurs siècles, la revitalisation donc de cette route-là, pour nous, est une très très bonne chose, dans la mesure où elle facilite l'intégration entre plusieurs régions du monde, entre plusieurs continents, entre plusieurs pays. Et aujourd'hui, de la ville de Xi'an jusqu'à des villes françaises ou à des villes allemandes, le chemin de fer qui a été tracé ou qui a été revitalisé, même 21 jours
pour livrer donc des marchandises. Je pense que c'est un facteur d'intégration qu'il faut encourager. Et la Côte d'Ivoire, en tant que pays qui promet donc l'intégration, qui promet l'amitié, ne peut qu'adhérer donc à cette initiative. Et nous pensons que c'est un facteur de développement partagé et ça rejoint encore effectivement ce concept de communauté des destins de l'humanité. Et nous approchons du coup d'envoi des 2 sessions, le grand événement politique annuel de la Chine. En tant qu'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Chine, quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus? Nous participons à ces 2 sessions-là régulièrement avec beaucoup d'enthousiasme, puisque c'est le lieu où le gouvernement essaie de faire le bilan de son activité. Donc tous les aspects nous intéressent. Dans le cas donc, de notre coopération avec la Chine, il n'y a pas un seul élément qui puisse attirer notre attention. C'est une question de politique intérieure. Nous sommes plutôt attentifs à tout ce qui a été fait par le gouvernement durant les années écoulées ou durant l'année écoulée. C'est un exercice que nous apprécions beaucoup, que nous aimons et auquel nous prêtons en tout cas chaque fois que l'occasion nous est donnée d'aller écouter le Premier ministre chinois qui donc fait le bilan de tout ce qu'il a eu à faire comme activité, tant au plan politique, au plan économique, au plan social. C'est un rendez-vous que nous attendons. Et quelles sont vos attentes envers ces 2 sessions 2023? À ces 2 sessions 2023, pour nous, c'est quelque chose d'assez important parce que il se tient juste après le 20e congrès. Donc, certainement que des changements sont attendus. Et donc, je crois que c'est l'élément essentiel d'ailleurs qui puisse peut-être susciter aujourd'hui de la curiosité et de voir quelle est, même si nous avons plus ou moins déjà une idée de la configuration, ben, il s'agira toujours de voir effectivement dans les faits comment cette configuration va se présenter. Voilà un peu nos attentes qui sont en même temps une forme de curiosité, de voir comment les choses, quels sont ceux qui seront donc à la manœuvre de la gouvernance de la Chine pour les prochaines années à venir. Voilà. Quel regard portez-vous sur la démocratie populaire, un processus complet de la Chine? Et rien que la préparation, par exemple, de cette assemblée, des 2 sessions dont vous parlez, nous savons qu'au niveau provincial, il y a des rencontres qui sont organisées entre les délégués et la population qui leur permettent de venir porter effectivement quelles sont les préoccupations des populations ou des régions en ce moment-là au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons également que ces députés-là qui arrivent à l'Assemblée nationale viennent pour exprimer les vues de leur population. Ce sont des élus du peuple et ils sont choisis, ils sont désignés selon un processus que nous trouvons assez intéressant, qui doit certainement pouvoir inspirer d'autres pays. Et nous pensons également que le système démocratique en Chine, qui également fait des renouvellements, aussi bien des leaders, des couches et des instances, a quelque chose de particulier qui n'est pas forcément celui des démocraties occidentales, mais qui a également sa spécificité et qui mérite également d'être observé de plus près. Et on s'en rendra compte effectivement que c'est une démocratie, j'allais dire certainement la chinoise, et qui rejoint un peu ce que nous avons parfois en Afrique, dans nos régions, qui est également une autre forme de démocratie. Les changements générationnels. Dans certaines régions en Côte d'Ivoire, des générations arrivent au pouvoir ou dans les régions par un certain nombre de tranches d'âge. Et ce renouvellement-là est toujours continuel. Et nous pensons que le cas de la Chine également s'inscrit un peu dans cette dynamique. Et il est important qu'on puisse également s'inspirer. C'est une démocratie à la chinoise, mais qui est également très, très intéressant et qu'il faut certainement peut-être exporter. C'est vrai que la Chine n'a pas vocation à imposer son système ou à exporter son système politique à l'extérieur, mais il est important que nous puissions nous en inspirer. Nous sommes confrontés en ce moment à un ralentissement économique mondial, à des tendances grandissantes à la démondialisation, ainsi qu'à des crises alimentaires et énergétiques. Selon vous, comment doivent collaborer la Chine et la Côte d'Ivoire pour faire face à la situation internationale actuelle? La façon dont ils doivent collaborer, je crois que c'est ce qui s'est fait déjà depuis le 20, quand les 2 présidents se sont déjà entretenus à ce niveau. Et donc je pense que au niveau international, la Côte d'Ivoire
et la Chine se sont mutuellement soutenus dans les instances internationales. Et comme je l'ai dit également dans mon propos tout à l'heure, la communauté de destin partagé pour l'humanité au plan international doit se justifier par le multilatéralisme et non l'unilatéralisme. Et tout ce qui est multilatéralisme, la Côte d'Ivoire y adhère. Et ça a été d'ailleurs notre credo quand nous avons siégé au Conseil de sécurité pour la période 2019-2021. La Côte d'Ivoire a toujours vendu donc l'idée du multilatéralisme, d'une forme de gestion collégiale donc de la gouvernance mondiale. Donc nous nous inscrivons dans cette perspective. Vous parlez des crises énergétiques. Cette crise énergétique n'est rien d'autre que la résultante du conflit russo-ukrainien. Quand vous connaissez donc la philosophie de la Côte d'Ivoire, qui est une philosophie de paix et de dialogue, vous comprenez bien sûr que nous déplorons ce qui arrive ou ce qui est arrivé actuellement entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux pays voisins, deux pays frères. Et il n'y a aucune difficulté qui ne puisse être réglée par le dialogue et la négociation. Et ça fait partie donc des prérogatives ou des principes fondamentaux de la politique ivoirienne. La paix, la discussion, le dialogue. Voilà. Quelles sont vos attentes pour l'avenir de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et plus largement entre la Chine et l'Afrique? Nous souhaitons qu'il y ait certes beaucoup plus d'investissements chinois en Côte d'Ivoire, mais également que le transfert des technologies, le transfert des compétences également soit une réalité. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est, parce qu'après l'ouverture, elle a bénéficié énormément de transfert des technologies, de transfert également des compétences. Et nous souhaitons que dans la coopération entre la Chine et l'Afrique, que dans cette coopération, que nous puissions également bénéficier du transfert des technologies, du transfert des compétences sur le sol africain, sur le sol ivoirien, ce qui permettra également d'ajouter une plus-value à nos produits. Je pense spécifiquement au cas du café, du cacao, du noix de cajou. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, par exemple, ici en Chine, la quasi-totalité du noix de cajou que vous consommez vient du Vietnam. Mais la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Nous transformons à peine aujourd'hui 20 à 25% de notre production. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte que nous puissions arriver à 75% de taux de transformation. C'est vrai, nous saluons déjà et nous nous félicitons de la coopération que nous avons avec vous, de ce qu'aujourd'hui, certaines unités de production ou de transformation de ces matières premières sont issues de la coopération avec la Chine. Mais nous pensons que nous pouvons en faire davantage, nous pouvons en faire plus, pour que cela puisse apporter plus aux producteurs, cela puisse apporter plus à l'économie ivoirienne, cela puisse apporter plus à la lutte contre le chômage, à la lutte également contre la pauvreté. Et pour terminer cette interview, pourriez-vous recommander à nos téléspectateurs certains des produits, des spécialités alimentaires ou encore des destinations touristiques de la Côte d'Ivoire? Destination touristique de la Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'abriter la plus grande basilique de Côte d'Ivoire, du monde, pardon. La basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, qui est la plus grande basilique du monde. Elle est de loin plus grande et plus belle que Saint-Pierre de Rome. Donc, si vous arrivez en Côte d'Ivoire, ça serait inapproprié que vous ne puissiez pas visiter donc, cette basilique. Si vous aimez également le tourisme balnéaire, vous avez des sites, j'allais dire, quasi paradisiaques en Côte d'Ivoire, comme Assini, comme la plage de Monogaga, que je vous inviterai certainement à visiter. En termes de spécificité ou de produits, comme je vous le disais, nous sommes premier producteur mondial de cacao. Nous sommes premier producteur mondial de noix de cajou, qui sont également des spécificités. Nous produisons également un aliment qui est même d'appellation protégée qu'on appelle la tchéké, qui est fabriqué à base de manioc, qui sont également des mets succulents très intéressants. Une fois que vous serez certainement de passage en Côte d'Ivoire, j'allais dire que vous aurez un séjour incomplet si vous n'avez pas goûté à la tchéké, si vous n'avez pas goûté à la loco, si vous ne visitez pas les stations balnéaires, si vous n'avez pas été visiter la basilique, pour confier certainement votre séjour au Saint-Esprit pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu à nous. Merci pour cette occasion que vous nous donnez et de saluer donc la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette édition Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.